la soirée du 22 novembre 2025, des artistes et des chercheuses se sont réunis à la Villa Mirage pour parler du deuil, de la mort et de la création. Initialement intitulée Une autobiographie des adieux, cette rencontre est née d'un dialogue entre Sybille Hommelin, historienne et curatrice, et Cécile Giovannini, artiste plasticienne et cofondatrice de la Villa Mirage. À partir d'expériences personnelles, la discussion s'est élargie à la place du deuil dans la création artistique en général. Comment traverse-t-il les pratiques, les gestes, les objets et les mots? Animée par Estelle Gaillardi, historienne de l'architecture et artiste visuelle, la conversation a réuni Sybille Hommelin, Cécile Giovannini, Mélissa Hischer, chercheuse en sciences sociales, Kels, tatoueur et rappeur, ainsi qu'une présence inattendue, Kaya Borlo, créatif et DJ, pour un échange sensible, collectif et profondément humain. Là, c'est bon? Ouais, ok. Bon, bah alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette soirée sur la mort. On espère être plein d'apports différents ce soir, parce qu'on a avec nous des invités super différents. On a Mélissa Hischer, qui est doctorante, chercheuse en travail social, en sciences sociales, à la HES. On a Sybille Hommelin, qui est historienne de l'art, historienne de l'art moderne, philologique germanique. On a aussi éditrice, je crois, dans tes capacités. Kels, qui est tatoueur, t'écris aussi, je crois, et qui fait de la musique. Et Cécile Giovannini, membre de la Villa Mirage, artiste visuelle, mais bien plus que ça. On va pouvoir en discuter plus tard. Et pour vous expliquer un peu le déroulement de la soirée ou de la discussion, on va commencer par une présentation de chaque intervenant. Chacun va nous présenter un peu leur travail sur le PDF, ce qu'ils font et comment ils se relatent au thème de la mort. Et ensuite, on aura une deuxième partie après ces présentations, qui est un peu plus discussion, un peu plus ludique, où on a préparé 13 cartes avec un thème et des questions. Et on va pouvoir les tirer un peu au hasard, on va laisser tout ça au destin, et on va pouvoir répondre aux différentes questions. Peut-être que je m'introduis assez rapidement. Donc, Estelle Gaillardi, je suis toute nouvelle à la Villa Mirage, certains se connaissent, certains pas. Je suis architecte et historienne de l'architecture, historienne de l'art et éditrice. Quelques mots. Mais je pense qu'on va directement commencer par présenter les personnes présentes autour de moi ce soir. En commençant par Mélissa, si tu es d'accord de commencer cette discussion. Oui, merci de passer la parole. Peut-être que je vais aussi décrire les quelques images que je vous ai mis à l'écran, comme ça les personnes qui nous écouteront après pourront avoir aussi un bout accès. Donc oui, je suis à la base travailleuse sociale. Je suis toujours un petit peu éducatrice sociale. J'ai travaillé beaucoup en psychiatrie. Et puis effectivement, après, j'ai pris un virage, celui de la recherche. Et donc, je suis aujourd'hui doctorante et assistante à la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne. Et je travaille dans un collectif finalement de chercheurs, donc des collègues, et on travaille ensemble sur les questions assez larges finalement de la vieillesse, la fin de vie, la mort et le deuil. Donc plusieurs projets de recherche qu'on fait. Et en fait, pour vous décrire donc un peu cette pratique, je me suis dit comment expliquer ce que c'est la recherche. C'est toujours un peu un enjeu. C'est quoi la recherche en sciences sociales? Qu'est-ce qu'on étudie? À quoi on sert? Et j'ai choisi de vous présenter finalement un ouvrage que certains et certaines peut-être connaissent. Sinon, je vous encourage vivement à aller le lire, qui en fait exemplifie très bien à quoi la recherche en sciences sociales est utile pour comprendre en fait des phénomènes qui nous touchent toutes et tous, comme par exemple le thème de ce soir de la mort. Donc c'est l'ouvrage d'Oscar Lewis, qui est un anthropologue, qui a travaillé à travers des entretiens sur la façon dont la famille Sanchez au Mexique en fait est touchée par la mort d'une tante. Et qu'on voit comment les neveux et nièces en fait s'organisent autour de ce décès au Mexique dans la fin des années 60. Et en fait, c'est très intéressant et ça montre un petit peu les différents niveaux sur lesquels on peut s'intéresser quand on parle de phénomènes sociétaux comme la mort, parce qu'on y voit en fait à travers les récits de 3 membres de la famille la façon très individuelle finalement par laquelle on est touché toutes et tous différemment par la mort, par le deuil.
Donc on voit des personnages qui sont très soucieux de se préoccuper des funérailles, qui sont très tristes. On voit d'autres membres de la famille qui avaient peu de contact avec cette tante et qui ne voyaient pas très bien pourquoi il faudrait maintenant s'inquiéter autour de ces funérailles alors qu'en fait, ce n'était pas une tante qu'ils appréciaient beaucoup. Et on voit un petit peu comment on a un rapport à la mort en fait qui est très individuel d'une part. Mais pas que, et c'est là que ça devient assez intéressant. En fait, il y a aussi toute une dimension collective autour de la mort. Certes, c'est un événement qui nous touche très fortement personnellement, mais il y a toute une dimension collective intéressante à questionner. Et dans cette histoire-là, il y a déjà l'histoire familiale. On voit déjà comment, en fait, finalement, les membres de la famille vont, en fait, se mettre en lien, s'accorder, se désaccorder autour de la question des funérailles. Et si on monte encore à un autre échelon, la mort, c'est aussi un très bon exemple, finalement, pour documenter la société, ses normes, ses représentations et ses injonctions dans laquelle on vit. La famille Sanchez, en l'occurrence, c'est une famille précaire qui vit dans un quartier, un bidonville de Mexico. C'est une famille qui n'a pas les moyens de faire des funérailles. Ils vont devoir aller toquer aux portes des autres habitantes du quartier pour un peu solliciter la solidarité du quartier pour pouvoir en fait enterrer dignement, qui est quand même une pression assez forte au Mexique, leurs défuntes. Et on voit en fait finalement que la mort, effectivement, c'est une question de vie et de nature, on peut dire, mais c'est aussi un reflet des positions sociales et surtout des inégalités sociales dans lesquelles en fait on est. On n'est pas tous égaux et égales face à la mort. Par exemple, on a ces fameuses références, notamment sur la longévité qui vous attend si vous êtes plutôt cadre ou si vous êtes plutôt ouvrier. On sait que les cadres vivent en moyenne 6 ans de plus que les ouvriers. Donc vous me direz, tiens, je croyais que c'était qu'un phénomène naturel. Ben non, la façon dont vous allez vivre toute votre vie, la pénibilité du travail, les ressources que vous allez mobiliser, va avoir un impact direct sur votre façon de mourir en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va encore rester sur cette slide, j'avais envie de vous parler ce soir aussi, peut-être un peu en reflet des travaux que je peux mener avec mes collègues, de la question de la mort comme un tabou sociétal, qui est une notion que j'aime bien amener, qui permet en fait de discuter. Est-ce que la mort est un tabou? C'est vrai qu'à notre époque, la question du deuil est de plus en plus intime et intimisée, donc on pourrait penser à l'idée d'un tabou, mais en fait c'est surtout des pratiques, des rites qui évoluent dans le temps. Hein, ce qu'on vit aujourd'hui n'a pas toujours été les cadres de référence de l'époque. Là, vous avez à l'écran un extrait sur la deuxième image que je trouve vraiment assez frappant, presque marrant. En fait, c'est les codes civils et sociétaux qu'on donnait à lire aux enfants. Le manuel de savoir-vivre français publié entre 1845 et 1900. On y voit en fait chaque étape de vie qui est très codifiée, donc c'est écrit noir sur blanc. Et par exemple, là vous avez un extrait, dans le premier paragraphe, on vous dit comment rédiger un faire-part. Notamment, il doit être écrit sur un papier satiné, hein, sur un grand format, plié en deux, envoyé avec une bande noire, etc. Donc vous n'avez pas vraiment le choix de comment ça se passe. Peut-être que c'est aidant d'un côté. Et dans le deuxième paragraphe, vous avez par exemple comment vous comporter à un enterrement. Déjà, ça ne se fait pas de refuser, hein, c'est un manquement grave, une impolitesse de ne pas y aller. Vous devez, c'est bien noté d'ailleurs, le maître de cérémonie n'attend pas, on n'attend jamais. Vous devez marcher selon un ordre et surtout, vous devez ne jamais rien porter dans votre main si ce n'est un chapeau, ne pas avoir de canne. Vous devez suivre le cortège en voiture. Si ce n'est pas possible, il faut prendre une voiture de location, sinon marcher à pied. Et surtout, c'est bien écrit, ne jamais rire. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît très loin, hein, cette façon hyper codifiée de vivre en fait les funérailles par exemple, mais tu peux passer aux slides suivantes. Et on pourrait dire que d'un côté on a perdu un peu ce côté très collectif du deuil. Moi j'ai plutôt tendance à penser qu'il y a des transformations en fait, qui suivent aussi l'évolution sociétale dans laquelle on est. Est-ce qu'aujourd'hui la mort est davantage tabou? Je ne sais pas, je pose la question. Il y a peut-être d'autres façons en fait de faire vivre les morts, de vivre son deuil aujourd'hui. On a des transformations aujourd'hui qui sont des initiatives tout à fait intéressantes, assez curieuses, comme par exemple la possibilité de transformer votre page Facebook en page d'hommage. C'est une fonction qu'on peut activer sur Facebook et vous pouvez continuer d'aller écrire des messages sur la page de quelqu'un qui est décédé. On parle aussi, avec maintenant la question écologique, il y a toute une question autour de la question des funérailles, des corps aussi. On sait que c'est assez contesté, on va dire, ou en tout cas discuté, que la dégradation des corps dans le sol, en fait, il y a toute une question écologique qui va avec, et en fait, on voit des nouvelles formes de
faire disparaître son corps, comme là par exemple vous avez à l'image une urne biodégradable. On parle aussi de davantage d'humanisation des corps, c'est le fait de se composter en fait. Et on voit qu'on réfléchit avec les questions sociales d'aujourd'hui à la façon de nourrir finalement. Tu peux passer aux slides suivantes. Là c'était une initiative assez drôle, je l'ai mis un peu pour rire ou un peu pour susciter la discussion. On a aussi d'autres formes de deuil qui sont davantage reconnues. Le deuil des animaux par exemple. Aujourd'hui on reconnaît que perdre un animal, ça nous touche. Ça nous touche énormément. Si vous avez vécu avec votre chien, votre chat pendant 20 ans, c'était votre animal, vous lui avez tout confié, le chat meurt, vous êtes extrêmement triste. Et là, par exemple, j'avais pris en photo, c'était une fois que je roulais sur l'autoroute, il faudrait pas trop le dire. Là, c'est carrément notre prise de pompe funèbre pour les chiens. Enfin, est-ce que, en fait, le chien a le droit à une cérémonie qui n'a pas enterré son chaton dans son jardin quand il était petit, il y avait bien quelque chose là dans l'idée de rendre hommage. Ou par exemple, en haut, c'est une initiative qui est faite par des ateliers socioprofessionnels. C'est une étagère que vous pouvez customiser et qui se transforme en cercueil pour votre mort. Ça s'appelle My Last Home. Et l'idée, c'est de s'approprier sa propre mort, de customiser son cercueil, d'en faire un objet qui va vivre dans le salon. C'est l'étagère, la bibliothèque, et un jour, c'est là où vous mourrez. Ou encore des questions qui peuvent se poser aujourd'hui plus que jamais, la question de l'IA. Là, je vous ai mis la dernière image, c'est un extrait au téléjournal français d'une start-up chinoise qui, en fait, vous permet de communiquer avec votre défunt sur la base de l'IA. Ça bouscule, ça questionne, c'est en lien avec notre époque. Les transformations, en fait, des rites, ça passe aussi par ça. Et je conclurai, peut-être tu peux passer à la suite, aussi en vous disant par rapport à cette question du tabou de la mort, en fait, la mort, on en parle, ça nous touche très personnellement, c'est sûr, quand ça nous touche, c'est très intime, mais la mort est partout autour de nous. Il y a des initiatives, en fait, qui émergent un peu partout. Vous avez, par exemple, dans le canton de Vaud, 2 années d'affilée, des assises sur la question de la mort et du deuil qui ont eu lieu. Vous avez des expositions artistiques. La soirée de ce soir en est un bon exemple. Sur la deuxième image, vous voyez une exposition qui avait eu lieu en 2022-2023 au cimetière des Rois à Genève, où on utilise le cimetière pas seulement comme le lieu du mourir, mais comme espace de création, comme espace d'exposition, et on fait vivre en fait ces lieux qui sont souvent des très beaux jardins par ailleurs. Tu peux encore passer. Ou par exemple, là je vous avais mis en fait ces deux initiatives qu'on a portées dans mon collectif de recherche. La première image, c'est au Festival Béléfil de cette année, où on avait invité une illustratrice, Sarah Nadja, pour thématiser la question de la mort et du deuil, parce qu'elle avait publié un livre sur ce sujet. Et puis là, pour conclure, je vous inviterai, si vous êtes intéressés, c'est un podcast où l'équipe de recherche avec laquelle je travaille, notamment Marc-Antoine Berthaud, Véronica Pagnamenta et Aurélie Young, ont posté, en fait, c'est des rencontres intergénérationnelles qui ont eu lieu en Suisse romande, dont en Valais. Il y a 6 podcasts qui ont été en fait publiés, qui sont open sur Spotify ou sur les plateformes d'écoute. Et en fait, on entend les familles parler de la mort. Des jeunes enfants de 5 ans jusqu'aux parents et grands-parents. Et mon équipe de recherche est allée les rencontrer, parle de la mort, et on voit un petit peu les différences culturelles, ou plutôt en fonction de l'âge, etc. Et puis on voit comment la mise en dialogue, en fait, ça crée aussi de la cohésion, alors qu'on pourrait penser qu'effectivement c'est un sujet plutôt triste. Bah, il l'est, mais pas que. C'est aussi un événement qui nous rallie et qui nous met ensemble parce qu'il est finalement commun à toutes et tous. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'arrêterai là déjà. Et puis je suis ravie d'être là ce soir. Ça participe en fait à tout ce travail de pouvoir faire parler de la mort en fait. Et je pense que c'est super intéressant. Donc merci pour l'invitation. Non, merci, c'est super intéressant. Oui, et je pense que c'est super intéressant cette implication socioculturelle, légale, normatée de la mort, comme tu l'approches dans ta recherche, qui est quelque chose au final très légal peut-être aussi dans la manière, la sépulture qui devient un élément écologique qui répond, comme tu dis, à des normes sociales. Mais il y a aussi un côté de la mort qu'on trouve assez intéressant. Comme tu dis, tu parles d'un tabou, donc c'est quelque chose d'assez personnel, mais qu'on essaye de rendre plus public, accessible à tout le monde, parce que ça nous touche tous. Et peut-être que c'est là que je vais rebondir sur toi, Kels, surtout dans ta pratique du tatouage, parce que ça reste quelque chose de très, très personnel. Quand quelqu'un t'approche, c'est très intime. Est-ce que tu arrives à en parler un peu plus de ça? Alors, avec ces 16 ans de pratique, je pourrais dire que je suis toujours sur le fil du rasoir, à la frontière. On est tout le temps confronté à ça. Et est-ce que c'est ça qui nous fait peut-être relativiser et prendre bien finalement ces événements, peut-être quand ça nous touche aussi un peu mieux que quelqu'un qui n'aurait pas
tout le temps été confronté à ça. Par exemple, aujourd'hui, un bel exemple, on a fait un flash day, donc on a pu tatouer des petits tatous à la Villa Mirage ici sur le thème de la mort. Et c'était un client quand même qui a choisi un de mes designs pour honorer son frère qui s'est suicidé il y a quelques années. Une affaire qui a fait un grand bruit parce qu'il s'est suicidé à Lausanne en bas d'un pont célèbre. Et finalement, on a transformé ça en une très belle journée, très belle rencontre, très positif. Et on a honoré son frère de la plus belle des manières en tatouant sur son torse. Très belle fleur fanée, mais avec un message d'espoir. Donc, effectivement, là, vous pouvez voir trois manières d'illustrer parmi toutes celles que j'ai envoyées en vrac. Mais on a par exemple un crâne qui avait été plutôt fait juste dans l'optique d'avoir tous les jours un, un symbole de la mort sur soi et pouvoir se rappeler qu'on est éphémère, qu'on est mortel. Et dans certaines traditions, c'est très bien perçu, peut-être pas dans la nôtre, où on rend ça un peu tabou, mais par exemple chez les bouddhistes, ça peut être même une obligation de chaque jour penser à la mort pour prévenir son corps, ses cellules, rabaisser son ego, savoir qu'on est éphémère, qu'un jour on va partir. Ensuite, l'autre, je l'avais envoyé à côté parce que c'est un peu une représentation mexicaine, comme Mélissa, elle en parlait plus tôt, un peu du jour des morts. Et donc on a un côté un peu crâne, mais la femme est vivante, mais elle a ce genre de maquillage un peu latinos, avec une dahlia en dessous. Et ouais, ils ont une culture où on prend les choses différemment qu'ici, et c'est intéressant aussi. Et l'autre, c'est plutôt une version amérindienne, donc avec le chef indien, mais moitié crâne, où eux aussi, ils ont leur façon de voir les ancêtres, les défunts et de les honorer. Donc plein de cultures, plein de façons de prendre les choses différemment. Et, finalement, tatouer, ben, on tatoue la mort sur des êtres vivants, et ça, c'est quand même incroyable. Ça nous fait vivre constamment sur cette barrière. Et finalement, quand on vit sur des sables mouvants, on finit par les apprivoiser. Donc voilà, plein de symboles. Vous voyez là une main âgée d'une personne âgée qui tient une fleur. Et la fleur est également un crâne. Donc ce genre de projet surréaliste qui m'intéresse beaucoup, avec un côté illustratif à tendance réaliste. À côté, on a un tatou qui est intéressant parce que c'est un crâne avec des pivoines, et ça a été le cover-up d'un tatou qui était un tatou très anarchiste, donc un Mickey qui montrait des doigts d'honneur écrit FTW. Je vous laisse deviner ce que ça voulait dire. Et finalement, des fois, en couvrant ça, ça peut être une sorte de renaissance ou la fin d'une ère aussi, la fin d'une période un peu anarchiste, partir vers un tatou un peu plus symbolique. Et l'autre, je me rappelle qu'il avait fait 2 bougies c'est pour ça que j'ai mis ce tatou, même s'il est un peu ancien, mais il avait une belle texture. Donc un crâne avec 2 bougies allumées qui représentaient 2 de ses aïeuls qui étaient décédés. En dessous, si tu veux baisser le slide, on a un chien qui a une sorte de bouvier bernois qui est décédé, et le propriétaire l'aimait beaucoup et il a voulu l'illustrer en tant que pirate. Donc c'était une vraie photo avec un chapeau pirate, et je l'avais mélangé avec un bateau pirate et la date, donc naissance, mort de ce chien. Il a investi non seulement de l'argent, du temps, de la douleur pour honorer son compagnon. Donc un très bon souvenir. Et à côté, on a un chaton enveloppé dans une couverture qui a également été décédé très rapidement. Et la dame, elle était très attachée à ce petit chaton. Donc aussi une façon de rendre hommage à nos compagnons à poil, même s'ils n'ont pas traversé longtemps. Des fois, notre vie, ils ont pu nous marquer. Et puis l'autre, bah, il est encore vivant, mais c'est déjà un honneur. Donc des fois, on peut rendre hommage avant même la mort. Et ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est intéressant. Donc voilà pourquoi j'avais envoyé celui-ci. Ici, on a avec les papillons, un papillon mélangé à un crâne et un vivant qui montre cette frontière dont je parlais avant, entre la mort, la vie, le côté éphémère. Cette main, c'est incroyable parce que c'est un œil qui pleure. On l'a tatoué pour couvrir des choses. C'est une dame quand même assez d'un certain âge.
on a couvert des petits tatous qui étaient peu esthétiques et 1 ou 2 jours après, son oncle favori est décédé. Et elle m'a écrit, elle m'a dit le tatou se porte à merveille, mais je sais exactement pourquoi je l'ai fait. Mon oncle est décédé, donc très intense. Très intense. Donc vous voyez, avec le tatou, on est constamment confronté à ça. Cette rose également a été fait en l'honneur d'un décès, c'était assez triste. Et là, on a par contre une façon, alors c'est aussi un hommage, mais avec une façon plutôt fun, en faisant des cerises tête de mort, donc voilà. Mais derrière, on ne sait jamais s'il y a un sens très lourd. Elle ne m'avait pas raconté pour ça, mais vu que c'était une jambe où tout était très symbolique, je pense que derrière, il y avait quelque chose qui pourrait être lourd, mais elle l'a illustré de façon plutôt rigolote. Donc voilà, intéressant, intéressant. Et c'est vrai que tu jongles beaucoup avec la représentation même de la mort, donc le symbolique du crâne qui devient juste un aspect visuel, et cette notion vraiment chargée de mémoire. Donc tu jongles avec ces deux choses-là, parce que tu peux très bien tatouer un crâne pour Sans la qu'il- beauté du crâne. Exactement. Et c'est vrai que les crânes, c'est quelque chose, des fois, on n'accroche pas. Puis quand on a accroché à la version juste graphique, Mhm, c'est très efficace graphiquement. mhm. Mais c'est vrai que derrière, il y a toujours quand même une envie de ritualiser le deuil, de passer outre ou même de se faire mal pour accepter d'aller au-delà. Donc le tatou, un médium aussi pour passer son deuil, ça aide toujours à passer des caps. Et ouais, des fois, ça peut être des affaires graves, des fois des affaires qui ont été médiatisées. Et puis c'est vrai que le tatou, il a un peu ce rôle pour aider à passer le cap. Et le tatoueur, ben, on doit avoir une certaine délicatesse, une certaine agilité pour rendre le truc agréable. Mais Mhm. ça rend le métier aussi intense et intéressant. Et tu as une sensibilité dans les lignes, mais aussi dans ton rapport avec les gens que tu viens tatouer, non? Où tu discutes Exactement, beaucoup. exactement. Et c'est vrai que étant amateur de philosophie, psychologie, j'aime beaucoup discuter avec eux, essayer de passer un moment positif, peu importe la gravité. Mais pour ça, oui, il faut une sensibilité un peu exacerbée. Mhm. Et c'est aussi cette sensibilité que je retrouve beaucoup chez Sybille, cette recherche. Donc il y a ce lien que tu as toi-même avec le deuil, avec ton propre deuil, mais aussi la recherche que tu as effectuée sur Sophie Calle, qui elle-même traverse un deuil. Et je trouve qu'il y a une grande balance entre ces deux recherches-là, une recherche historique, d'archives, et une recherche personnelle aussi qui vient de toi-même et de ton ressenti. Est-ce que tu arrives un peu à en parler? Oui. Alors, moi, j'étais touchée par la mort en famille étroite il y a 2 années. Alors, mon époux est mort par un accident et ma maman, à cause de l'âge, alors elle avait l'âge. Alors, 2 morts absolument différents et inattendus tous les deux, cruels tous les deux. Et moi, je suis dans le monde créatif, alors je fais des expositions, j'écris. Je lis beaucoup aussi, mais finalement, ma professionnalité était touchée aussi par ces 2 événements. Parce que moi, j'écris un journal quotidien. Alors, j'écris presque tous les jours, en fragments sur le travail, le personnel. Et tout à coup, j'avais énormément de la peine à écrire. Alors, je pouvais presque plus écrire et c'était crucial pour moi parce que c'est mon métier. Alors, je gagne ma vie avec l'écriture. Alors, je fais beaucoup plus de choses après par l'oralité, alors les discours et tout ça. Mais en tout cas, je me suis aussi un peu plongée dans des œuvres des gens créatifs autour du deuil. D'abord, avec le journal, c'est clair, j'ai lu beaucoup les journaux de Roland Barthes. C'est un philosophe français. Vous connaissez peut-être son livre La chambre obscure ou claire, non, je crois que c'est La chambre claire, sur la photographie. Et lui, il avait aussi écrit un journal après la mort de sa maman. Et il avait dit, alors c'est un journal assez intéressant, parce que c'est aussi des fragments, des fois seulement des phrases, comme par exemple, la maman était décédée le 25 octobre 1977, et le 30 novembre, il écrit 30 novembre, ne pas dire deuil.
c'est trop psychanalytique. Je ne suis pas en deuil, j'ai du chagrin. Alors, on voit qu'il invente des autres mots pour un peu se distancier aussi de cette activité du deuil. Mais quand même, c'est une période qu'on vit qui est assez contradictoire au niveau des émotions. Alors, 15 jours plus tard, il dit dans son journal de deuil, il y a un temps où la mort est un événement, une aventure. Et à ce titre, mobilise, intéresse, tend, active, tétanise. Et puis un jour, ce n'est plus un événement, c'est une autre durée, tassée, insignifiante, non arrêt, morne, sans ressources. Alors, cette différence entre la vision la vision du deuil, ça m'a naturellement fait réfléchir au travail de Sophie Calle, d'où vous avez maintenant 3 images qui représentent ce travail sur l'écran. Alors, Sophie Calle, c'est une artiste française qui travaille beaucoup avec sa biographie. C'est l'amour, c'est les mariages, les divorces, c'est de suivre des personnes qu'elle ne connaît pas dans des hôtels, sur les routes. Et elle travaille avec photographie et film surtout, alors c'est peut-être pas un hasard aussi que ce médium est présent dans son travail. Et elle avait perdu sa maman en année 201. Et là, elle a commencé à faire un travail sur la mort de sa maman qui m'a un peu bouleversée. Quand moi j'avais perdu ma maman, je me suis aussi dit, est-ce que je pourrais faire ça? Parce que Sophie Calle était au chevet de sa maman qui était en train de mourir. À peu près 3 mois, ça a duré parce que c'était une période vraiment fin de vie qu'on pouvait un peu estimer au point de vue du temps. Et elle avait écrit aussi dans un texte sur ce travail, sur sa mère. Ma mère aimait être le sujet de toutes nos discussions. Sa vie n'apparaissait pas dans mon travail et cela l'agaçait. Lorsque j'ai placé ma caméra au pied de son lit de mort, je voulais être présente pour entendre ses derniers mots et j'avais peur qu'elle meure sans que je sois là. Elle s'est exclamée « Enfin !» Alors elle a dit « Voilà, enfin tu fais un travail où j'ai un rôle. » Voilà. Alors, dans un interview avec Paris Match, à peu près 7 années plus tard, Sophie Calle avait un peu discuté avec le journaliste pourquoi cette film, vous avez l'image en haut à droite, ça c'est vraiment le chevet de deuil, oui, je crois que c'est après sa mort à la maison. Après, il y a d'autres photos qui jouaient un rôle dans le travail de Sophie Calle, mais surtout ce film, ça a beaucoup discuté naturellement le monde de l'art aussi. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut exploiter le moment de la mort pour une œuvre d'art? Et alors, elle était naturellement questionnée, Sophie Calle, sur cette question, et je vous lis un extrait de cette interview avec Paris Match que je trouvais assez intéressant. Le journaliste demande pourquoi vous avez attendu qu'elle soit mourante, votre maman. Et Sophie Calle répond parce que je travaille davantage sur l'absence que sur la présence. Il a fallu qu'elle ne soit plus là pour que quelque chose se déclenche. Journaliste, savait-elle qu'elle allait mourir? Sophie Calle, oui, elle savait qu'il ne lui restait pas plus de 3 mois à vivre. Au départ, je n'ai pas installé cette caméra pour faire un projet, mais comme je ne pouvais pas être présente à son chevet 24 heures sur 24, je craignais que ma mère avait une dernière chose à me dire, a une confession à me faire, et que je ne sois pas là pour l'entendre. Et du coup, la caméra est devenue notre amie. Chez moi, ça a déplacé l'angoisse. Au lieu d'être obsédée par les minutes qui lui restaient à vivre, j'ai été accaparée dans les casettes qu'il fallait changer. Alors Sophie Calle avait une activité
Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent avec la mort. Par exemple, avec ma mère. Alors, j'étais là, la dernière journée, elle était encore en vie. Et elle était morte une heure après que je suis sortie de sa chambre. Alors, je n'ai pas pu vivre ces derniers moments. C'était ma sœur et son amie qui étaient là. Alors, ça m'a beaucoup touchée ce que dit Sophie Calle, qu'elle utilise en principe d'une manière artistique sa caméra pour surveiller ces derniers temps, pour être un témoin. Alors, le journaliste, je vous lis encore comment cette dernier film s'était fait. Dans quelle ambiance cette fin de vie s'était déroulée? Sophie Calle. Comme je lui avais promis qu'elle n'irait jamais à l'hôpital, j'ai fait des fêtes tous les jours à la maison, au pied de son lit. J'organisais des dîners, on buvait des Campari Soda tous les soirs. On tenait salon et elle y a participé quasiment jusqu'au bout. Nous avons réussi à rendre cette agonie le plus vivante possible. Journaliste, combien de temps dure ce film? Sophie Calle, ce sont ces 11 dernières minutes qui ont été une sorte de no man's land insaisissable. Avec l'infirmière, nous lui prenions les pouls et on ne savait pas si elle vivait encore. En prenions le pouls, excusez-moi, j'ai mal exprimé, et on ne savait pas si elle vivait encore. Ma mère voulait mourir en écoutant un morceau de Mozart. Alors, au bout de ces 11 minutes, quand il a bien fallu que je réalise qu'elle était morte, j'ai mis du Mozart. Voilà. Merci beaucoup. Et Tu peux passer. C'est toi. Ah, c'est moi encore. Oui. Ah, excusez-moi. Je crois que j'ai déjà dépensé un peu de temps, mais en tout cas, pour vous, j'ai choisi 2 ou 3 images aussi pour vous présenter en principe un peu la fin de la vie de ma mère, parce que quand même cette action de Sophie Calle m'a inspiré aussi de réfléchir ce que je peux faire moi-même. Alors j'ai fait une sorte de révision de toutes les choses qui ont appartenu à ma maman, parce qu'elle avait accumulé toute sa vie les choses. Et finalement, ce qui était resté très important, les derniers moments autour de la fin de sa vie, c'était son croix. Elle était très religieuse. Et le croix est maintenant chez son ami. Alors, le croix a aussi une vie. Les fleurs étaient très importantes. Alors, j'ai choisi les fleurs qui étaient sur son tombe pendant la cérémonie, les funérailles. Et j'ai hérité un foulard d'elle que j'ai gardé, plein de fleurs, qui est à la droite. Et c'est un foulard que je porte encore. Voilà. Maintenant, c'est fini. merci beaucoup. Oui. Et il y a ce lien aux objets, non? Que tu as très très fort. Et c'est là que j'aimerais passer un peu à Cécile aussi, parce que là, bon, on va commencer pour présenter ta pratique. Mais c'est vrai qu'avec l'histoire de Civil, ça résonne beaucoup parce que tu as travaillé sur un objet qui vient reprendre cette idée de l'importance des objets, de la mémoire, etc. Donc peut-être qu'on va commencer par te présenter. Si tu veux, on peut commencer par ça, c'est toi qui choisis. Alors, si c'est possible. On a Ouais. On a des dessin. photos, oui. Ouais. Encore là, voilà. Parce que du coup, c'est un projet où les deux, vous avez travaillé ensemble et je pense que c'est important de le définir un peu. Tu veux expliquer d'abord? Oui, peut-être je peux commencer pourquoi j'ai choisi de travailler avec Cécile. Alors, on travaillait avec elle et avec ton copain, je ne me rappelle plus, l'écrivain, Yolande. Yolande, sur un projet d'art au jardin botanique. Où il y avait Lucienne Où aussi. il y avait Lucienne qui travaillait. Et on était beaucoup ici à la Villa de Mirage, Villa Mirage. Et je trouvais cet endroit vraiment adorable parce que pour moi, c'était aussi un lieu où j'étais avec mon deuil, avec mes mémoires que j'avais.
Et ces femmes et les hommes étaient là, on travaillait, c'était la création en permanence. Et après, je me suis dit, alors, je pourrais éventuellement faire quelque chose avec Cécile parce que j'ai vu des œuvres d'elle dans son atelier, mais aussi dans des expositions où il y a un énorme soin, amour et conscience pour des objets que tu as collectés pour tes propres œuvres, je crois aussi de ta grand-mère ou des gens qui te sont proches. Et après, je me suis dit, au lieu de jeter tous ces petits objets ou ou de les donner aux brocantes, je pourrais éventuellement, Cécile pourrait faire quelque chose. Alors, vous voyez à gauche la collection des objets avec laquelle je suis arrivée à Villa Mirage, à cette table. Et après, on a un peu les poser, les regarder, parler d'eux. Et après, Cécile a fait une œuvre avec ces petits objets qui est maintenant à droite. Et peut-être tu peux raconter toi-même ce que tu as fait avec Je sais ces pas s'il y a. objets. Après, il y a sur l'autre slide, c'est aussi ça ou pas du tout. Voilà, comme Voilà, ça on voit un peu ouais. plus près. Mhm. En fait, pour moi, c'était d'abord important de, de discuter avec Sybille parce que c'est vrai que c'était quelque chose de très intime. La mort, elle est de toute façon une thématique qui est assez présente dans mon travail de manière générale, mais comme un peu tous les moments rituels de la vie. Il n'y a pas seulement la mort, mais il y a un peu des moments clés que j'aime représenter. Puis comme l'a dit Kels tout à l'heure, de se rappeler que cette mort, elle n'est pas loin. Des fois, ça fait aussi du bien d'une certaine manière, surtout en le dessinant. Je trouve qu'il y a quelque chose de très rituel là-dedans. Mais là, c'était pas ma mort, c'était une mort de quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un qui était en train de vivre ça. Et puis je trouvais que c'était très intime, puis qu'il y avait un genre de responsabilité par rapport à ça. Et j'ai réfléchi d'abord, elle m'a demandé si j'étais d'accord, j'ai réfléchi avant de dire oui, parce que je trouvais que c'était quand même un acte qui était important. Et une fois qu'elle avait choisi ses objets, c'était aussi important pour moi de trouver un moyen, parce que je vois très bien quand on récupère des objets, notamment chez une personne âgée qui a accumulé toute une vie des choses, on les récupère pour pas qu'ils partent, parce que peut-être qu'on n'a pas envie, comme la personne est partie, on a peut-être envie de garder les objets, mais sans vraiment qu'ils aient un sens, ils perdent un peu leur sens avec l'absence de la personne. Et puis, j'avais pas envie qu'elle se retrouve avec quelque chose qui finalement prenne de l'espace chez elle, puis qu'au bout d'un moment, elle se dise, mais ça me rappelle trop ce deuil, juste le deuil et pas autre chose, puis qu'elle ait envie de le cacher. Donc, l'idée, c'était de trouver quelque chose de vivant. Et puis, donc, pour moi, vivant, il y a toujours un aspect qui doit être un peu ludique, amusant. Il faut que la personne, elle ait du plaisir. Je trouve que c'est vachement important. Donc, on a discuté de différentes possibilités. Il y avait l'idée de composer éventuellement une nature morte avec les objets, et puis ensuite de les peindre, puis d'en faire un truc un peu sympa, kitsch comme ça. Enfin, il y avait eu plusieurs possibilités. Et puis, tout d'un coup, j'ai trouvé cette petite table, parce que justement, on avait besoin d'une table pour poser les objets, je crois. Et puis, en fait, je me suis dit, mais elle est pas mal cette table, ils ont une bonne place dessus. Puis elle était vieille, elle était un peu abîmée. Donc pour moi, c'était aussi chouette de réutiliser aussi un objet qui existait. Puis cette table, elle a bien plu à Sybille. Donc je suis partie là-dessus. Et puis avec cette idée de jeu de loi, qui pour moi symbolisait bien la vie, en fait, de partir d'un point pour arriver jusqu'à un autre point, avec des étapes marquantes. Donc on pouvait aussi utiliser des dates, des symboles importants. Et là, ça a créé aussi un dialogue, parce que je pense qu'au-delà du résultat final, il y a tous les rendez-vous qu'on a eus, les échanges qu'on a eus, qui ont été aussi importants dans la création de cette œuvre, pour que moi, je sois contente du résultat, mais pour que Sybille, elle se reconnaisse, puis qu'elle reconnaisse aussi les personnes qu'elle a aimées au travers de cette œuvre. Et puis finalement, le résultat, c'est cette petite table, ce guéridon. Tu peux remonter en dessus. Où en fait, dessous, j'ai mis des crochets avec des petits sachets comme pour les bijoux. Et en fait, l'idée, c'est qu'elle puisse ne pas du tout avoir les objets, et puis que ça fonctionne aussi en tant qu'œuvre. Ou alors en choisir un, parce que ce jour-là, elle dit aujourd'hui j'ai envie de voir le petit canard, quoi. J'ai envie de le voir là, ça me fait penser à quelque chose, d'ailleurs que je sais pas, qui est intime.
mais elle peut jouer avec et puis trouver, lui donner une place ou décider qu'elle n'a pas du tout envie de voir ces objets, mais ils continuent d'exister en faisant partie de l'œuvre. Donc voilà, ça c'était un des... On m'a déjà demandé de travailler sur des choses, des thématiques intimes et tout, mais là vraiment de travailler avec ces objets, pour moi c'était très intéressant, vraiment. Et j'ai beaucoup remercié aussi Sybille pour ça parce Merci que aussi à toi. c'était un honneur. Ouais, c'est un bon travail. Ouais. Et du coup, avec, on ne voit pas, j'avais mis une petite photo, mais c'était trop petit, mais il y a un petit mode d'emploi pour justement expliquer comment on utilise cette table qui est un objet du deuil. Voilà. Et puis- Superbe. Mhm. Et Sybille, du coup, maintenant, cet objet, il est dans ta maison. C'est chez moi, oui, Ouais. dans ma maison en Valais. Alors, elle est dans une petite bibliothèque, un petit Mhm. salon. J'ai une chaise à côté pour lire ou pour regarder ou à travers la fenêtre. À côté, c'est ma douche. Alors, Mhm. c'est vraiment au milieu de ma situation où je vis en Valais. Et j'ai découvert que j'aime beaucoup toucher ces œuvres. Ces petits, si tu peux encore une fois montrer la table. Alors, les canards, par exemple, je les adore. Et ces petites boîtes, je les ouvre. Et celle-là à gauche, avec la lune et avec l'étoile. Alors, c'est Cécile qui l'a peint dedans. Ces deux signes, et ça, c'est ma préférée. Et là, des fois, je mets des médicaments ou des chewing-gums ou des petites choses. Et l'aspect ludique, par exemple, les coups. Mhm. Alors, L'été, ouais. les dés, excusez-moi, les dés, je l'utilise jamais. Mais je touche la table, je trouve qu'elle a vraiment une belle qualité, ce bois. Les couleurs sont brillantes, alors c'est quelque chose de très beau. Et j'adore surtout aussi ces dessins. Alors j'arrange les objets pour voir. Maintenant, je regarde un peu les chiffres ou les fleurs ou les petits symboles que Cécile a mis, comme l'église, parce que ma mère était vraiment très très religieuse. Alors et ça, c'est une très belle façon aussi de mémoriser ma maman sans photo. Mhm. Alors, normalement, on a une photo, ou peut-être dans son porte-monnaie ou sur le. La table de chevet. Exactement. Mhm. Et voilà. Et comme ça, je touche. Et je crois que de toucher, c'est quelque chose de très important. Alors que c'est peut-être comme avec la peau que tu avais décrit en travaillant avec comme tatoueur. Hein, que tu touches le corps, hein, ça c'est quelque chose qui aide énormément, je m'imagine. J'avais pas vu cette face, mais c'est vrai que de l'éclairer, ouais. c'est important. Ouais. Malgré les gants qui nous protègent, Ouais, il y a un côté Ouais. touché. ouais, C'est fou, hein. ouais, C'est encore une fois sur le fil du rasoir, comme je le disais. ouais, Magnifique. ouais, Mhm. J'avais pas vu cet Ouais, aspect. moi non plus, mais c'est très beau, hein. L'idée Merci. du toucher, ouais. ouais, Et c'est vrai que c'est un sens dans le deuil, il n'est pas super présent, non. mais a posteriori, c'est Mhm. très intense avec ces objets. Magnifique, et ça crée cette œuvre vivante, continue. Superbe. Magnifique travail, les deux. Vraiment, je suis très ému par ce récit. Vous avez fait quelque chose de génial. Merci, Kelsey. Non, et du coup, ça évite la muséalisation. Mhm. Parce que souvent, quand il y a un décès, on a tendance à enfermer un objet derrière une vitrine et pas le toucher. Et c'est très intéressant cet aspect-là. Mhm. Que ça rend dynamique. Ouais, Ça et rend que ça fait dynamique, partie en du fait, le quotidien. process, ouais. Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé quand tu avais parlé sur les rituels qui sont installés avec le deuil. Alors, c'est le cimetière, naturellement, mais après, le partage des biens, ça, c'est quelque chose qui commence tout de suite. Qui veut quoi, qui veut quelle montre, quel bijou. Et c'est quelque chose, moi, je trouvais ça affreux, en principe. Ça m'a beaucoup touchée. Et surtout, ma mère qui avait collection. Mais vraiment des petits reins, ça n'a pas une valeur, hein, c'est pas une montre, mais ces petits reins, c'était vraiment, ça représentait tellement ma mère que je suis super contente que j'ai pu les garder comme ça. Voilà. Ça, pour moi, c'est devenu aussi un peu une table de rituel pour la mort que j'estime énormément. Ouais.
elle est un meuble, comme cette table ici. Alors, des fois, je peux aussi monter. Alors, elle est intégrée. Voilà. Est-ce que Cécile, tu as envie de rajouter quelques mots sur ta pratique plus en général? Ouais, je pense que je vais faire le lien avec Ouais. l'objet et Ouais. puis justement le fait que, ben, bon, moi j'aime bien évidemment peindre des œuvres, des tableaux, hein, mais de plus en plus, depuis plusieurs années maintenant, je réfléchis aussi à l'idée de, de rendre, comme tu as dit tout à l'heure, de ne pas rendre trop muséales les choses. Et comme je travaille beaucoup sur des choses intimes, plutôt peut-être mes choses intimes, après il peut y avoir aussi différentes. Par exemple, ça fait référence aux ex-voto, il y a des personnes qui savent ce que c'est, mais d'autres pas. Les ex-voto sont des objets ou des tableaux qui sont des prières en demande pour quelque chose ou en remerciement. Donc il y a toujours un peu dans mon travail quand même l'idée du rituel et puis l'idée du symbole beaucoup. Et ce que j'aime dans ces petits objets, c'est qu'en fait, le coquillage, c'est quelque chose qui est que je peux récupérer. D'ailleurs, il y en a là, que c'est Jessie et Kels qui m'ont donné parce qu'ils les ont trouvés à un Emmaüs. Et j'aime bien l'idée que ça soit quelque chose qui a déjà servi, mais aussi quelque chose qui soit un peu un matériel pauvre et de lui donner une autre vie. Mais au travers de ces objets, justement, il y a, comme Kels avec le tatouage, un dialogue qui se fait. Et les gens, ils vont beaucoup se confier, ils vont beaucoup parler de ce qu'ils ont vécu. Et puis, il peut y avoir des deuils qui ne sont pas forcément des deuils d'une personne qui décède, mais des deuils d'un moment de ta vie, de ce que tu étais, aussi de projection. Tu es plus cette chose, mais qu'est-ce que tu as envie de devenir? Et le fait de le ritualiser au travers d'un objet artistique, je pense que c'est déjà une forme de transformation, justement. Et puis après, en haut, j'ai mis des exemples d'ex-voto, si tu veux montrer, qui ne sont pas les miens, mais pour vous montrer un peu ce que c'est. C'est l'idée aussi de représenter, c'est une genre de superstition, hein, ça fait partie des traditions de superstition, latine plutôt, même si on en a aussi en Valais, des exemplaires. Mais ça peut être, voilà, j'ai une maladie des reins, alors je vais acheter un ex-voto en argent et puis le mettre dans une église en espérant que mes reins guérissent en priant tel saint ou telle sainte. Ça, c'est plutôt pour les gens qui ont de l'argent, qui achetaient avec des métaux en argent, en or, en cuivre, etc. Et puis les pauvres, ils allaient plutôt travailler de cette manière en peignant, parce que finalement, ils pouvaient le faire eux-mêmes. Donc souvent, c'est assez naïf. Puis c'est ça que j'aime dans l'idée du rituel, c'est que tout le monde peut avoir un rituel qui lui appartient, que ce soit autour de la mort de quelqu'un, mais aussi autour de quelque chose qui nous fait peur. Parce que je trouve que ce qui ressort beaucoup de l'idée de la mort, c'est la peur. Et puis du coup, tu peux mettre la porte en dessus. Ça, c'est un projet, alors c'est une œuvre qui fait partie d'un projet plus vaste, mais pour moi, elle est très symbolique du deuil, justement, parce qu'en fait, c'est une porte qui a deux faces. Et puis, d'un côté, il y a ce qui représente pour moi la peur, une main un peu griffue comme ça, qui va ouvrir une porte derrière laquelle on ne sait pas ce qui se passe. Et pour moi, ça symbolise la mort, l'inconnu. Mais ça peut être ma mort, mais je trouve souvent j'ai plus peur de perdre des gens plutôt que de mourir moi-même finalement. On perd des gens qu'on aime, on va s'ennuyer d'eux. Mais finalement, quand nous, on est mort, on ne sait pas est-ce qu'on va s'ennuyer des gens ou pas. Et puis de l'autre côté, j'ai essayé de visualiser justement quelque chose qui ne me faisait pas peur. Donc en fait, je me suis dit, d'un côté, il y a quelque chose qui fait très peur. D'ailleurs, l'œuvre, elle est présentée souvent dans un environnement plutôt nocturne, avec des lumières un peu inquiétantes. Et l'idée, c'est que quand on arrive de l'autre côté, on se sente plutôt apaisé et soulagé. Mais quand on regarde en détail, parce que là, c'est un autoportrait, c'est moi, ma mère et ma grand-mère maternelle qui est en train de décéder, mais très lentement. Ça fait, on dirait, des années qu'elle est en train, très très lentement, au ralenti, comme ça, de décéder, de partir. Et puis de se dégrader aussi physiquement. Je trouve qu'il y a quelque chose de très impressionnant pour moi dans le physique d'une personne qui est en train de décéder. C'est très impressionnant. On voit les os, on voit en fait le côté mortel de notre chair. Et je trouve que c'est ce qui fait presque le plus peur quand quelqu'un n'est pas encore parti, mais bientôt.
Et j'avais envie de le représenter mais dans quelque chose de très doux. Donc là, on se tient, on se protège. Mais on voit sur le visage de ma grand-mère, je trouve, une expression qui fait déjà penser à la mort. Et pour moi, c'était important de l'accepter aussi, elle, comme ça, pour moi. Donc voilà, ça c'était une œuvre plus personnelle sur le deuil. Et puis, je crois que c'est tout, hein. Ou bien j'ai autre chose que j'ai mis, que j'ai oublié. Je crois que c'est tout. Ouais. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Et du coup, je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions déjà, maintenant. Sinon, on peut passer à la deuxième partie de la discussion où on peut tirer des questions. Je sais pas qui a envie de se lancer dans le tirage de questions pour envie. Mais pourquoi pas? Je te Avec sentais, plaisir, les hommes d'abord. On a dit qu'on n'a pas peur. Tu peux choisir au bol. Puis tu dis peut-être juste le nom, Voilà. comme ça Alain il la met derrière. Mon nom? Le nom de... Rituel. Rituel. Existe-t-il dans votre pratique des rituels, des répétitions, des gestes précis qui vous permettent d'aborder la mort sans vous perdre? Du coup, si tu as envie d'y répondre, toi, tu peux. S'il y a quelqu'un qui est déjà inspiré. Est-ce que ça inspire quelqu'un? Toi? Les gestes précis pour le tatoueur, ça paraît la question à tirer. Ça pourrait vous paraître morbide, mais ouais, j'ai l'impression que ma vie entière est un rituel pour me préparer à la mort, finalement. Et peut-être que cette pratique, comme je le disais avant, rend les choses plus acceptables. Je ne sais pas si je paniquerais le moment venu, mais tout ce que j'aimerais, c'est la rendre facile pour mes proches. Finalement, c'est peut-être ça. C'est peut-être la seule chose que je pourrais dire là-dessus. Mais que ma vie entière, cette répétition de gestes précis, dévoué aux autres aussi, parce que le tatou, il a ce côté-là, dévoué aux autres, et un art éphémère. Déjà, il y a une dégradation, comme de notre physique, il y a une dégradation constante. Déjà, pendant la cicatrisation, la peau qui prend le dessus sur l'art qu'on a fait. L'art est en dessous, mais il passe sous des couches de peau. Le soin que va donner la personne à sa peau, à sa vie, plus il va avoir une hygiène de vie négligée, plus le tatou va se dégrader. Et malgré tout, ça restera comme de notre faute. Nous, le praticien, on a tout donné, mais c'est comme si on n'avait pas été. On n'est jamais assez bon. Et c'est ça, comme, vous voyez, quand on arrive, j'ai l'impression que quand les gens ils arrivent à la fin, ils ont toujours cette impression de ne pas avoir été assez bon. Et c'est en ça le tatou, en plus d'illustrer des choses mortes sur des choses vivantes, d'avoir toujours ce rapport avec des gens morts à honorer, c'est un rituel constant qui va nous amener vers la fin. Et le pire, c'est que quand j'ai été le plus proche de ma mort dans ma vie, c'est là que j'ai inventé ce concept de tatou-vie. Ça me fait penser à ça. Et voilà. Je sais pas si j'ai été clair. Est-ce que ça inspire quelqu'un d'autre? Moi, j'avais Tout juste m'éclaire. une question. T'entends quoi par tatou-vie? Tatou-vie, c'est un concept que j'ai inventé où comme c'est des métaphores poétiques avec un tatou qui est fait avec le moins de matériel possible, mais par contre pour tout mettre dans la finesse. Et ça va toujours être un réaliste, mais fait uniquement avec du noir, pas de blanc, pas de côté fancy, pas pour impressionner, pas d'ego, mais toujours avec un message, une métaphore sur quelque chose de dramatique. Il faut que même si c'est un chat, il a un côté dramatique dans son regard, même un poisson. Mais il va à l'encontre de mon tatou qui, quand c'est une commande, là c'est des choses que je propose, donc déjà faites comme des poésies que tu peux te faire tatouer, mais au contraire de mon travail habituel où tu vas me commander quelque chose. Et là, je vais faire le maximum pour t'impressionner, pour que les gens ils en prennent plein la vue quand ils le voient, pour que ce soit plein d'encre à craquer. Alors que là, Tatou-Vie il est accessible au niveau financier aussi à d'autres gens qui n'ont pas 1 millier de francs à investir dans une journée complète ou un dos complet. C'est un plus petit tatou, mais qui malgré tout reste d'une qualité, d'une finesse supérieure à ce qui peut se trouver chez des gens qui sont là peut-être par intérêt. Donc c'est un côté complexe de mon art, mais je l'ai séparé volontairement et je l'ai créé à un moment où j'étais très proche
J'étais dans un mal-être profond et j'avais besoin de créer quelque chose de différent qui soit plus cette commande redondante. J'adore hein, répondre aux commandes habituelles des gens, faire ce qu'ils veulent. Mais là, je voulais mettre un peu de moi et le proposer comme ça. Et mon côté poème, le mixer exactement, ouais, également avec ma pratique du tatou. Et vous dire, voilà, ça je vous le propose et vous, c'est plus accessible. Ça va être moins cher, mais c'est mon truc à moi. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Et aujourd'hui, j'ai été très content de pouvoir faire ça ici à la Villa Mirage. Et le pire, c'est que ça transforme toujours les choses en positives. Et tatouer des gens aussi qui n'ont pas forcément des moyens élevés, c'est aussi un privilège. Hein. Sans me ruiner moi-même, sans aller trop dans ma santé en finissant à 1h du matin, sans avoir ce rituel mortifère. Mais quand même, ouais, rendre des hommages, mais qui viennent aussi de moi. Et c'est fou, des fois, les gens, ils veulent absolument une commande, faire comme ils veulent, eux. Et en fait, je pense qu'ils perdent cette magie du tatou qu'on choisit, comme le monsieur qui l'a choisi aujourd'hui. Ça correspondait tellement à son histoire. Il a eu ce coup de cœur pour ce dessin que moi, j'avais créé. Et ce qui est fou pour l'anecdote, c'est que quand je l'ai créé, ma fille, elle m'a aussi dit, c'est celui-là qu'il faut que tu fasses. Et je lui ai dit, ah, c'est exactement celui que j'ai envie de faire. Et magnifique. Et ensuite, cette personne, il m'a écrit pour celui-là. Il disait, ah, j'hésite entre la coccinelle et celui-ci. J'ai dit, fais celui-ci. Fais celui-ci, c'est celui-ci que je veux faire. Moi, alors, je te suis. Magnifique. Extraordinaire. Et je regrette pas d'avoir eu cette période un peu dure de mal-être et d'avoir créé ce concept parce qu'aujourd'hui, il m'élève. Ouais. Alors que des fois, répondre uniquement à la demande, on se fait du mal. Toi, Cécile, en tant qu'artiste, tu dois être confronté à ça. Oui. Ouais, Hein? beaucoup, ouais. Alors que finalement, je vois que moi, chaque œuvre que tu montres, je me projette dedans. Et je ne dirais pas, fais-moi un truc sur... Non, parce que dans tes œuvres, il y a un millier de choses qui pourraient me correspondre. Donc aussi, il y a un côté maîtrise, on veut maîtriser sa mort aussi, on veut maîtriser ce moment et finalement, ceux qui réussissent le mieux leur mort, ils laissent aller. Par contre, ils ont prépayé le cercueil, ils ont prépayé le repas avec la famille, ils ont tout prépayé, mais à la fin, vas-y. Il lâche prise. Ouais, ils lâchent prise et c'est là que c'est merveilleux. Ouais. Alors que ceux qui sont égoïstes, non, je veux, comme comment il s'appelle, Brian Johnson, là, il a absolument pas vieillir, pas mourir, finalement, c'est presque vulgaire. Presque vulgaire de refuser ça. Donc c'est une philosophie de vie un peu. C'est une philosophie de vie, t'as tout vie. T'as tout vu. T'as Quoi. tout vie, hein, c'est beau. Et ce matin, j'ai fait une story pour dire rendez-vous à la Villa Mirage, t'as tout vie. Ah. Ah, ça m'a fait du bien. J'ai Yes, senti, yes. hein. Ouais. Un moment magique. Mm. Génial. Il y a quelqu'un qui est aussi inspiré par la question ou... Tu avais parlé que tatouer, c'est quelque chose de concentré, de petit. Oui. Voilà, pas une grande Ça image, pourrait se poser sur ouais. un dos et autres, mais Ouais. c'est plutôt fait justement pour Voilà. rendre accessible mon art, qui Ouais. normalement est très chiadé, qui va très loin, qui coûte cher parce qu'il prend énormément de temps. Mais là, voilà, pour le rendre plus accessible, plus simple, mais avec quand même une touche de sophistication. Voilà. Parce que dans la littérature, il y a ça aussi, c'est les poèmes. C'est des textes assez courts, Mhm. alors souvent très rythmés, qui te restent dans le cœur, dans le souffle aussi, dans le corps. Et moi, j'ai commencé une pratique de lecture des poèmes de nouveau. Et souvent, je donne des poèmes, quand j'écris des lettres ou des emails, je donne des poèmes, parce que ces textes courts m'ont fait un peu calmer mon chagrin. Je vois tout à fait. Voilà. Et C'est peut-être justement, dans ce tatou-vie, il y a le côté poème qui est indissociable. Et dans cette période où j'étais mal, c'était aussi une période où moi, j'avais arrêté mon écriture poétique. J'étais père de famille, j'avais aussi été déçu, j'étais moins dans la musique et cette écriture, elle me manquait. Et là, je voulais exprimer ça. Et par exemple, la phrase qui était aujourd'hui associée à cette fleur fanée, à mes joies fanées, voilà, j'aime bien avoir des mots un peu dramatiques, comme ça, un peu poétiques. Et lier les deux, c'est magnifique. Hein. Et c'est vrai que la poésie aide, l'art aide. Mhm. Je pense que moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qualité avant quantité, une phrase que j'aime bien.
Ça, toujours, Et toujours. Leitmotiv. moi, bah, c'est ce que je suis venu faire ici. Je suis DJ, enfin, c'est ma source artistique finalement. Et dans la musique, c'est quelque chose à quoi je suis beaucoup revenu, dans le sens où en tant que DJ, c'est tout le temps avoir le meilleur son, et puis vite passer au prochain, parce qu'il faut que le meilleur, il soit encore mieux. Et puis, enfin, ce truc très commercial, finalement, de faire consommer les gens, de leur envoyer, de les gaver, quoi. Et ma vision, elle revient vraiment aux racines, finalement, de ce que mon père il faisait, parce que mon père, il était dans un sound system de reggae, où du coup, il passait des vinyles, et tout était beaucoup plus... Tu choisissais ton vinyle. Mon père, il parlait un peu entre deux parce qu'il y a le changement de vinyle, et puis il y a des effets, et puis tout est vraiment dans la précision finalement, plus que dans tout le reste. Et c'est quelque chose qui, bah, quand on parle de rituel finalement, qui m'a pu vraiment, je pense, enfin le premier truc qui m'est venu, c'est de bien m'habiller. J'ai une montre qui m'a été offerte par un cousin qui est mort, et j'aimerais bien partager l'histoire plus tard, mais on pourra voir. Et c'est des petites choses comme ça, mais finalement dans la qualité de vie, des petits moments de vie, je trouve qu'il faut vraiment vivre dans la profondeur, peu importe bah, que ce soit des moments comme celui-ci, ou un petit moment avec la famille, ou un repas. Et je trouve que c'est ça qui me fait me dire je peux mourir après ce repas et je serai mort avec plaisir, parce que j'ai kiffé en fait. J'ai apprécié le moindre petit truc qu'il y a là au milieu, et puis je pense qu'on se rejoint un peu tous là-dessus, puis c'est cool, c'est beau. Exactement. Ouais, je discutais de ça en off tout à l'heure, à quel point moi, des fois, c'était un déjeuner le dimanche en famille avec un rayon de soleil qui éclaire le beurre de cacahuète sur la tartine et voir mes enfants. Ça, c'est une joie intense pour moi. Et après ça, je pourrais mourir. Donc, Ouais. ça résonne en moi ce que tu dis. Je vois tout à fait. Et encore une cliente un peu dépressive que je tatoue souvent, je lui dis toujours combien des fois elle cherche des fois le bonheur dans des substances hypothétiques qui pourraient l'amener je ne sais où, alors que finalement regarder un beau paysage de montagne, voir comment c'est découpé, comment ces choses sont là bien avant nous, comment elles sont modifiées, trouver le bonheur dans ça, dans la contemplation, ça m'a aidé des moments où j'étais au fond, et ça c'est important. Et ça peut être aussi des rituels quand ça va pas bien. Juste regarder les étoiles comme nos ancêtres avant nous, ces étoiles qui brillent, c'est incroyable, c'est des choses simples, mais ça peut être ce genre de rituel qui nous relie au passé, au futur, qui empêche de se regarder soi, son petit nombril, et se dire finalement, comme je le disais, d'avoir un crâne sur soi, on peut voir ça de façon macabre, mais non, c'est une façon de dire non, moi je vais mourir, vas-y, kiffe l'instant. C'est la racine, ouais. Kiffe l'instant parce qu'un jour tu seras ça. Comme il y a ce que vous êtes, j'étais. Il marque des fois ça avec des crânes. Ça, c'est beau aussi. Vous serez ce que je suis. Ouais, c'est beau. Yes. Est-ce que quelqu'un veut tenter de tirer une autre carte? J'essaye, et puis après on rebondit. De toute façon, je pense pas qu'on va toutes les faire, mais ça Non, nous non, permet non. juste de discuter. Ah ben, c'était bien ma question challenge. Tiens, comme quoi il se passe des choses dans cette salle. La question c'est matérialité, si tu veux l'afficher. Lorsque vous travaillez sur la mort, quelle est la matière que vous manipulez réellement? Donc pour une chercheuse, c'est une question assez challengeante. Des images, des corps, des récits, des archives, des émotions. On pourrait dire de tout. C'est vrai que ça dépend bien sûr du style de recherche et de travaux qu'on mène, mais c'est vrai que moi, dans mes travaux, peut-être c'est mes ancrages aussi de travailleuse sociale, bah, je travaille beaucoup sur les récits. Et les récits, en fait, ils ne sont pas désarticulés de tous ces items qui sont rajoutés. C'est-à-dire que, en fait, donc voilà, je rencontre des gens. Moi, je travaille beaucoup avec l'approche des parcours de vie. Donc l'idée, un peu ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, d'en fait, de raccrocher aussi un événement. Tiens, on s'intéresse à la question du deuil, de la mort. En fait, c'est pas juste un instant T. Ça vient s'insérer dans tout un parcours de vie. Le jeu de loi en est un bon exemple. Et puis, il y a des événements qui, en fait, façonnent notre façon de nous rapporter à la mort. Et donc, les récits, en fait, c'est des récits qui sont teintés, évidemment, d'émotions, surtout quand on parle de la mort, du deuil. Puis, parfois, c'est aussi des émotions qu'on attend peut-être moins, tout à coup des rires. Ça arrive aussi dans les entretiens. On rencontre des gens et puis en fait les gens pleurent beaucoup. C'est une posture assez particulière d'être très étrangère par exemple à la famille. Je vais faire un entretien de recherche, la personne va hyper pleurer. Et puis tout à coup il va y avoir un rire. Et puis alors c'est vrai que c'est un petit peu challengeant parce qu'en fait ça fait appel à des skills qui sont bien plus que des skills d'enquêtrice ou de chercheuse. Là on est dans un rapport humain.
il y a un microphone sur la table, mais c'est avant tout un échange humain. Et donc il y a des émotions fortes, parfois contradictoires, qu'il faut accueillir, qui en fait nourrissent le récit. D'ailleurs, quand je transcris les entretiens, je rajoute toujours d'une façon ou d'une autre des parenthèses et j'essaye de ramener les émotions en fait au récit après qui est transcrit. Parce que ça, c'est aussi un enjeu dans la recherche. Une parole mise sur papier, qui est en fait un moyen avec lequel je suis obligée de travailler après, perd un bout de son émotion. On peut dire une phrase et en dépend comme on l'a dit, avec de l'émotion plutôt triste ou joyeuse, elle prend un sens autre. Et alors un challenge encore plus, et ça c'est une question qui m'habite beaucoup, c'est la question du corps. Tu l'as dit tout à l'heure, et c'est vrai que typiquement quand on fait des entretiens dans de la recherche en sciences sociales, comment on fait exister les corps? On dit jamais comment sont les gens dans les enquêtes. On décrit jamais les gens. Déjà, on essaie toujours d'être très à cheval sur l'anonymat, c'est très important pour des questions d'éthique. Puis en fait, on dit jamais comment sont les corps. Moi, je travaille beaucoup sur le vieillissement. Je décris peu finalement comment sont les corps des gens que je rencontre. Je m'intéresse à leur vécu, à leur position sociale, à tout un tas de données sociologiques qui sont hyper intéressantes. Mais le corps, il dit aussi tellement de la vie qu'on a eue. Et donc, je pense que ça, c'est une dimension que j'aimerais encore approfondir. Et je pense qu'il y a des supports qui sont peut-être pas habituels pour la recherche, et notamment des médiums artistiques, qui pourraient être combinés en fait à la recherche pour pouvoir en fait faire transparaître toutes ces dimensions qui nourrissent en fait le récit que moi j'essaye de récolter. Donc ouais, je pense que on touche à tout en fait, et par contre c'est comment est-ce qu'on est capable ou en mesure de le saisir et après de le transposer dans moi la recherche, vous les activités artistiques, ouais, voilà. Bon, ça me travaille plus que ce que ça, je réponds, mais je sais pas si quelqu'un veut compléter ou pas. Sont très ouvertes ces questions. Ouais, ça a à voir, je voulais parler de ça justement, tu sais, ça a à voir ça aussi, cette momie qui a été retrouvée avec des tatouages, des tatouages sur des points d'acupuncture qui avec de l'arthrose il y a 5300 ans. Elle a été retrouvée intacte, et incroyable comme on peut enquêter sur les tatouages. Dans ce cas-là, il montre déjà que les personnes vivaient quand même assez longtemps, il y a 5300 ans, avaient des problèmes et tentaient de les résoudre et avaient une connaissance médicinale incroyable. Et ils servaient à... On peut débattre sur l'efficacité ou non, c'est comme l'acupuncture, mais ils pouvaient carrément se servir du tatou pour tenter de guérir ça. Mais c'est ça qui nous renseigne, c'est le tatouage qui finalement, à travers la mort, à travers le corps, à travers la mort, grâce à la glace, nous renseigne sur le niveau de culture qu'ils avaient à l'époque, quoi. Incroyable. Incroyable. Ouais, ça nous rapporte à une histoire qui n'est pas juste celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est quand même toujours très difficile de se décentrer en fait, du contexte dans lequel on est nous. Parce que, évidemment, on est né, on l'a incorporé. Enfin, l'histoire, le rapport à l'histoire, je trouve que c'est quand même une notion très abstraite. Comment vraiment on arrive à faire un lien avec l'histoire récente, et alors encore plus il y a 5000 ans en arrière. Et qu'est-ce qui reste, effectivement, et qu'est-ce que nous, on va laisser? On sera un jour les momies qu'on découvrira dans la glace, peut-être. Exact. Et grâce à la glace. Et d'ailleurs, je trouvais que ce corps de ta grand-mère qui se dégradait, il avait ce côté froid. Finalement, le froid, est-ce que c'est pas une vraie solution? Allons tous nous congeler. Ouais, comme ces milliardaires qui payent cher la congélation et qui ne seront jamais réanimés. Il y a un côté poétique là-dedans. Alors que nous, on préfère finalement se faire brûler de plus en plus. Mais je pense qu'il y a... Moi, ça me fait penser au récit, plutôt, du coup. Et puis, bah, c'est un truc que, dans mon travail, c'est crucial, même si c'est pas de la bande dessinée ou du cinéma, ou vraiment un truc où il y a un fil continu. Mais je trouve que l'art et puis la recherche, enfin, tout ce qui est manipulation d'une matière, en fait, qu'elle soit concrète ou pas, c'est, en fait, changer l'histoire. Parce qu'on vit dans des sociétés qui sont formatées par différents récits, qui peuvent être des récits religieux, des récits de famille, des récits personnels, des récits qui sont normés parce que qui on est, comment les gens nous considèrent. En fait, on a finalement peu de choix. On a beaucoup d'histoires qui s'imposent à nous et puis qu'on essaye de s'approprier tant bien que mal. Et puis en fait, au travers de médiums créatifs qui peuvent être professionnels ou pas du tout, mais je trouve qu'on a la liberté de se réapproprier nos propres récits. Et puis ce qu'on vit aussi, les événements qu'on vit qui peuvent être super beaux ou alors très très tristes. Et puis aussi
qui peuvent créer du lien avec les gens différemment. Par exemple, la porte justement où il y a ma grand-mère dessus, moi d'abord ça m'a aidé à... franchement, sincèrement, c'est cette œuvre qui m'a aidé à accepter que ma grand-mère elle allait partir et puis que ça allait quand même continuer malgré le fait qu'elle parte, etc. Puis qu'elle n'était plus la femme que j'avais connue, mais qu'elle était maintenant cette femme-là. Et c'était pas grave, c'était aussi OK. Et puis, parce que dans la dégradation du corps, il y a un truc qui est très dur dans le récit justement de notre société. C'est un récit qui n'aime pas trop cette dégradation en fait. C'est pour ça qu'on cherche des solutions, comment on va le dégrader. C'est un problème, c'est un truc qui est considéré comme une problématique. Et puis, le fait de raconter aussi au travers d'un truc créatif, ça permet, comme là, on discute de ça. Ou alors, quand on fait une exposition ou quand toi, tu as un client qui vient te voir pour un tatouage, il y a un dialogue. Et je trouve que l'acte créatif aussi dans la recherche, il est là pour ça. Il crée un dialogue avec une autre personne. Et quand j'avais montré cette porte, il y avait un truc qui m'avait vachement touchée parce qu'il y avait une dame qui était venue, puis en fait, elle était malvoyante. Donc, elle venait dans l'expo et j'ai trouvé très intéressant parce que justement, j'essaye dans les expos de ne pas être que dans un truc d'art visuel. Je me dis, si tu vois pas bien, tu es tout de suite coupé de ce truc-là. Donc, il y a du son, il y a des trucs qu'on peut toucher. Et puis, généralement, dans un musée, comme tu as dit, on met une distance. Et j'essaye de couper cette distance. Puis, en fait, je laisse les gens toucher les tableaux. S'ils ont envie de toucher, ils touchent. Et en fait, elle a vu cette porte, puis elle a beaucoup aimé, puis elle est venue très, très près parce qu'elle voyait pas bien. Et elle regardait de très près les visages, les mains. Et il y avait un rapport tout d'un coup que je trouvais super intéressant entre ça, son corps à elle, et les corps qui étaient peints. Et elle m'a demandé si elle pouvait toucher. Et en fait, elle a touché le tableau, puis elle s'est mise à pleurer, ça l'a toute chamboulée. Et puis moi, ça m'a... je me suis dit, waouh, il se passe un truc super intime là. Et on était toutes seules, en plus, toutes les deux dans la salle d'expo. Donc c'était très fort comme ça. Et j'ai trouvé que c'était super joli, cette personne qui était super vivante, avec des images de personnes qui finalement, c'est plus que des représentations, c'est pas vivant, mais il y avait une interaction. Et alors, il y avait une nouvelle histoire qui s'est créée et tout ça. Donc je trouve que l'acte créatif, il est toujours une façon de transformer toutes nos histoires, un petit peu ou énormément. Voilà. Comme on modifie chaque souvenir en y réaccédant. Exactement. Et ça me fait penser aussi, dans la manipulation, ces peuples qui sortent leurs ancêtres une fois par année, qui leur font fumer une cigarette. Ouais. Ça m'a fait... J'avais pas prévu de parler de ça, mais c'est extraordinaire ça. Ouais, et mais pareil, dans l'art de la momification, il y a ça aussi, c'est extraordinaire. Et des peuples comme les Égyptiens qui ont excellé là-dedans. Et il y a aussi ces mecs, les chefs de tribu, qui réduisent la tête de leur fils. Incroyable, ces arts funéraires. On est loin de ce niveau artistique, quoi. Et de porter autour du cou ton fils qui a été réduit grâce à des herbes, des mélanges, c'est incroyable. Avec cette distance, justement. Ouais. Et pourtant, est-ce qu'on pourrait dire qu'il leur manque de respect? Non. Incroyable. Il va encore livrer des batailles avec la tête de son fils en pendentif. C'est extraordinaire. Et même le secret, je vois dans le marché noir, il y a beaucoup ces têtes réduites qui sont toutes des fausses, faites à partir de peau de porc. C'est incroyable et on tente de reproduire ça pour les vendre à des riches collectionneurs alors que c'est des arts millénaires incroyables. Ou les Dayaks qui gardent la tête de leurs ennemis, qui font des rituels avec, qui gravent le crâne et finalement après des centaines d'années ils ont des patines incroyables qu'on ne pourrait pas reproduire. C'est magnifique et nous on est là avec cette distance dont tu parlais Mélissa, surtout pas décrire le corps. C'est incroyable à quel point c'est une question de perception finalement. Ouais, du contexte, de comment il a été normé, de l'époque, enfin tout un tas de facteurs. On vit pas le deuil et la mort partout, la même chose. Ça c'est impressionnant. Même pas rien qu'en ville et dans les vallées, enfin même dans un point de vue très local, hein, c'est aussi... Exactement. Yes. Tu veux là? Oui. Je fais comme ça. Merci. Origine.
La mort est-elle entrée dans votre travail par nécessité personnelle, par choix conceptuel ou par hasard des projets? Comment cette entrée s'est-elle imposée à vous? Alors, par la vie. Alors, c'est clair, je ne suis pas une spécialiste pour ni l'art mort-vivant, ou, ni les cultes, ni la recherche que tu fais toi-même sur les âges, la vieillesse. C'est un trait totalement naturel, alors je peux dire. Mais par contre, c'est clair que quand on vit une chose comme ça, et c'est pas la première fois chez moi, naturellement. Alors j'ai perdu une amie très très proche quand j'étais 20 ans. Alors et c'était la même chose. Alors le deuil était là, les émotions étaient là. Alors ce que je vois actuellement, parce que j'ai un certain âge, un peu plus âgé, je crois que vous tous, qu'on ne peut jamais avoir un plan ou un projet ou une méthode précise à aborder tout ça. On le vit dans le choc souvent, dans un trauma souvent, mais après on vit avec. Et ce que toi tu avais dit avant sur le dialogue, ça c'est quelque chose d'énormément bien, je trouve. Alors je m'éloigne un petit peu de cette question, parce que si la mort s'impose, c'est vraiment le bon mot, il est là, la mort, les personnes sont plus là. Et après, ce qui fait vraiment, alors à mon avis, du bien aux gens, c'est qu'on peut parler ensemble, ou pas seulement être isolé. Alors là, je me souhaiterais aussi pour notre société beaucoup plus de possibilités de parler ensemble. Alors, d'aborder ça pas seulement, maintenant on parle de la mort, mais qu'on aurait des possibilités, des cafés ou des endroits où tout à coup c'est un thème. Et je trouve que c'est assez intéressant, parce que avec le travail que tu fais, alors ici dans cette Villa Mirage, on parle depuis longtemps qu'on veut faire cette soirée. Hein. Mhm. Et on a pas planifié, mais après on a dit non, ça va pas. Maintenant c'était plein d'été. Après la première année qu'on a voulu faire, j'ai pas pu. Alors, et, mais en principe, si on garde ce dialogue et cette volonté aussi d'aborder cette thématique, alors comme ça, la mort peut s'imposer à tous les moments. Et on a quelque chose qui console, je dirais. Ça me fait penser, si je peux me permettre de compléter ce que tu dis, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'en fait c'est un besoin que tu exprimes là aussi avec l'expérience que tu as vécue. Et encore une fois, ça vient montrer les limites aussi de l'organisation, encore une fois sociétale telle qu'elle est aujourd'hui. Quand bien même en Valais, en plus, on a Bernard Crétat qui a mis en place les cafés mortels en 2004, sauf erreur. Et puis, il y a des soirées qui sont organisées pour parler de la mort. Et c'est plutôt une initiative assez exceptionnelle et rare. Et c'est vrai que c'est très local. Maintenant, c'est exporté partout. Et c'est très bien. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que par rapport à cette question du deuil, c'est vrai que le fait qu'on l'envisage comme un processus très individuel, j'en parlais tout à l'heure à table, et qui a été beaucoup en fait thématisé par les théories psychologiques et qui sont donc très centrées sur l'individu, ce qui est très bien parce qu'on a compris qu'en fait c'était un processus, et puis d'une part c'est très bien, mais d'une autre part en fait on a beaucoup renvoyé la responsabilité à l'individu de faire son deuil. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer des espaces de parole alors qu'on imagine que c'est une affaire très personnelle? T'as perdu quelqu'un, c'est toi qui dois faire ton deuil. Si tu n'y arrives pas, tu vas voir un psychologue, mais c'est ton affaire. Et en fait, cette vision très psychologisante du deuil, elle a un peu fermé la question collective et sociale. Et c'est vrai que j'emprunte ce concept à mon collègue Marc-Antoine Berthaud. Lui parle plutôt d'un paysage relationnel du deuil. Et l'idée de voir ça comme un processus qui est en fait sans fin. Et en fait, le deuil va s'exprimer, en fait, est en vous et va s'exprimer dans des espaces, des sphères
qui sont plus ou moins propices à ce qu'il puisse s'exprimer. Par exemple, la Villa Mirage est un endroit propice à ce qu'il puisse s'exprimer. Le monde du travail, pas du tout. Hein. Vous avez 3 jours pour faire les funérailles de vos proches, et encore si c'est un parent très proche, sinon c'est une demi-journée. Si c'est votre meilleur ami, vous prenez sur vos vacances. Hein. Et on voit bien que la société capitaliste fait en sorte que vous ayez votre deuil très rapidement, très individuellement, et puis après 3 jours, vous revenez au travail, il n'y a pas d'aménagement, vous devez être de nouveau productif comme il y a 3 jours avant, comme si c'était rien passé. Et en fait, ces différentes sphères, c'est vraiment une transformation complète de la société dans laquelle on est en fait. Le deuil, comme les autres rituels de la vie, devrait pouvoir être abordé, devrait pouvoir être accueilli dans les différentes sphères collectives sans qu'on ait besoin de se dévoiler. Hein, on parlait tout à l'heure, pourquoi à l'époque on portait le deuil? Pour que ce ne soit pas à nous, à chaque fois, de devoir dire d'une voix un peu tremblotante et de peur de mettre mal à l'aise la personne, « Ah, j'ai perdu ma maman la semaine passée », l'autre personne, elle panique, elle ne sait pas quoi répondre de peur de faire faux, et en fait, on préfère ne pas en parler plutôt que de se mettre mal et de mettre l'autre mal à l'aise. Quand on portait le deuil, les gens venaient spontanément nous dire « mes condoléances » et puis ça ouvrait la discussion. Et on voit bien qu'il y a quelque chose à réfléchir effectivement sur les possibilités d'accueillir cette parole. Et je trouve que c'est très intéressant, que en fait, c'est un besoin qu'on a tous et toutes quand on est endeuillé, et pour autant, ça reste encore tellement fermé de pouvoir parler de ça en dehors de la sphère très très intime. Je trouve qu'on voit beaucoup la différence, par exemple, moi qui est des côtés de la famille qui sont plus religieux que d'autres, quand on vit un deuil, même d'une personne très proche, très chère, dans un cadre catholique, autant que les gens puissent critiquer le catholicisme, c'est beaucoup plus facile de faire parce que c'est extrêmement ritualisé. Alors que dans un côté plus athée, il n'y a rien qui est fait pour, finalement, c'est les papiers, la succession et basta, et on reste tout seul avec sa dépression. Ouais, mais c'est vrai, parce qu'il y a moins ce côté collectif qui est de toute façon là. Collectif, ouais, et comme tu le décrivais, un paysage pourrait Ouais, aider. c'est joli, c'est non. C'est Oui, joli, ça vous a aussi touché, hein, Ouais. hein, c'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que ce que tu décris maintenant, c'est quelque chose que je me rends de plus en plus compte, comment je vis ça. Et le Valais, je dois dire, c'est exceptionnel. Alors, c'est ouvert à des choses comme ça. Surtout, moi, j'habite dans un très petit village et tout le monde a connu même mon histoire. Alors, je prends le bus, je sais pas, j'ai aussi une voiture, mais je prends le bus. Et à l'arrêt de bus, alors, on m'a abordé. Souvent, ils sont venus vers moi, ils ont exprimé leur deuil envers moi. Et ils m'ont commencé à faire un récit. Ça, c'était l'autre carte. Ils ont fait des récits, ils ont aussi perdu des personnes. Ils m'ont fait des récits de vie, de leur perte. Et je trouvais ça exceptionnel, parce que normalement j'habite à Zurich, et là c'est vraiment plaf, 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 plaf. Deuil. Ok, alors c'est comme tu le décrivais aussi, qu'est-ce qu'on fait. Mais je crois que c'est dans chaque personnage qu'il y a quelque chose qui veut exprimer de ça. Et souvent c'est des petits gestes, alors on s'embrasse, on se prend dans les bras. Et, j'étais par exemple hier à un vernissage, il y avait aussi une femme qui a perdu son mari et je l'ai mis dans mes bras, c'est clair, longtemps. Les autres ont regardé, mais on était là et après tout le monde savait, voilà, c'était pour ça. Et il faut laisser avoir le courage, mais il faudrait avoir plus de normalité pour des choses comme ça. Et d'espace. Et d'espace. Et c'est souvent des actions ou du soutien qui est un peu lent. On prend le temps, on parlait tout à l'heure, hein, prendre le temps dans notre société, prendre le temps pour soutenir un proche, vivre une émotion, vivre une tristesse, vivre un deuil. Est-ce que c'est faisable, possible dans la rapidité dans laquelle on vit? Enfin, ça a peu de place en fait. C'est très difficile de faire cohabiter ça. Et je pense que c'est ça aussi qui rend le deuil parfois difficile. On a un décalage de rythme aussi. Si je peux, je pense que je parlais de mon cousin tout à l'heure et du coup ma tante a eu un deuil, c'est un des premiers deuils que j'ai vu de ma vie, honnêtement, j'ai pas vraiment vécu la mort pour cette expérience. Et elle, du coup, elle est barbadienne, enfin elle est née en Barbade, dans les Caraïbes, elle vit à Londres depuis des années et elle a vraiment réussi là-bas à créer une communauté
Et elle a beaucoup parlé de tout ça. Elle a eu un deuil qui m'a vraiment, c'est une perspective du deuil que j'avais jamais envisagée. Et je suis persuadé que justement, même si la société nous laisse pas forcément ces espaces, c'est à nous de les créer. Et justement, le deuil nous donne le droit de le faire, parce on peut l'appuyer. Enfin, le patron peut bien dire ce qu'il veut, mais j'ai besoin de rester à la maison, je reste à la maison. Et beaucoup de gens passaient à la maison. Du coup, bon, elle ne travaillait pas pour le coup, elle est à la retraite. Mais la porte était toujours ouverte. Il y avait pendant 2 mois, tout le temps, quelqu'un à la maison. Le frigo, il était rempli de Tupperware. Je ne sais plus quoi en faire. Et tout le monde venait boire un verre tous les soirs. Elle parlait tout à l'heure de boire un verre devant le lit du défunt. Oui, c'est Et très mon bien. frère s'est fait assassiner, donc, enfin mon cousin, excuse-moi, s'est fait assassiner, donc c'est un peu net comme coupure, c'est comme un accident, quoi. Mais, donc je pense que le deuil aussi est différent dans ce sens-là parce qu'on ne peut pas s'y préparer. Et elle a vraiment eu besoin de ce temps où tout le monde passe à la maison. C'est comme si il était malade à l'autre bout du monde et qu'elle ne pouvait pas aller le voir en quelque sorte. Et je trouve que ce truc-là aussi de s'ouvrir finalement, à laisser les gens venir et nous faire un câlin, comme tu disais tout à l'heure, je trouve que c'est une très belle manière de partager tout ça. Pour moi, la source, elle est là, elle vient de nous finalement. C'est nous qui vivons ce deuil, donc c'est à nous de l'exprimer aussi et laisser les gens cet espace pour pouvoir justement avoir ces discussions, avoir ces choses. Et les gens venaient à la maison boire un verre, ils parlaient de l'époque en 1998, quand il y a eu cette histoire, et que du coup la meuf qui vient d'arriver, ah mais tu te rappelles quand vous sortiez ensemble, et c'est des choses, à chaque fois que je la vois, elle me parle de lui. Donc moi je trouve ça beau et je pense qu'on a besoin de laisser vivre ces gens et de créer ces espaces, mais au quotidien, vraiment au quotidien, surtout si le deuil est difficile. Et puis, par rapport à ce que tu dis, et puis ça me fait penser comment moi, en fait, le dessin, ça a été justement une réponse au fait que des gens dans ma famille, ils n'osaient pas donner cet espace-là au deuil. Pourtant, je viens de familles super catho des deux côtés. Mes parents, pas forcément, parce que c'est des gens plutôt qui aiment bien être très alternatifs, donc souvent qui essayent de s'éloigner un peu de ce qui est trop institutionnel. Mais leurs deux frères, enfin, le frère de ma mère est mort et le frère de mon père aussi, assassiné aussi. Et en fait, c'était des deuils qui étaient très brusques comme ça. Le deuil, c'est toujours un choc, il soit long, mais c'est quand même un choc. Mais là, c'était comme tu dis, c'est une coupure nette dans une vie. Et moi, j'étais en très très bas âge. Et en fait, je voyais mes parents qui souffraient énormément d'avoir perdu un frère, mais ils n'arrivaient pas du tout à m'en parler à moi qui étais enfant. Mais pas du tout. Pourtant, moi, je comprenais qu'il y avait quelque chose qui jouait pas, que les gens étaient morts, qu'ils étaient plus là, même sans comprendre ce que c'est que la mort et tout ça. Et en fait, ma réaction, ça a été tout de suite de vouloir dessiner ces choses-là. J'ai dessiné ce qui me faisait peur dans ces éléments de la mort, comme je l'imaginais avec mon esprit d'enfant. Et c'est vraiment resté dans mon travail. Et c'est, je crois aussi, en partie pour ça que j'ai besoin, dans mon travail, de créer du lien avec les gens sur des thématiques qui font un peu peur. Parce que ça me permet d'ouvrir ce dialogue. Parce que ça m'avait vraiment marqué le fait qu'il y ait tout d'un coup l'inverse. Pourtant, des gens qui sont très... mes deux parents, ils parlent pas mal, ils aiment bien discuter. Mais là, tout d'un coup, un silence, un froid, vraiment un vide qui s'est créé. Et puis, l'art, pour moi, il était le moyen de revenir vers eux, puis de dire, regarde, j'ai dessiné ça, puis d'essayer de discuter. Et je trouve que l'espace, il peut aussi se créer dans cette créativité qui peut être la musique pour toi, l'écriture, le dialogue, le tatouage, enfin la recherche, ça peut être toutes ces choses-là. Et c'est des espaces qui n'existent pas physiquement, mais qui se créent entre les personnes. Et ça, c'est aussi intéressant, je trouve. Il y a toujours une place pour ouvrir un espace. Oui, qu'elle soit physique ou pas au final. Ouais. Dernière carte pour Cécile. Dernière c'est ça question pour Cécile. Bon, après, si eux, ils veulent tirer des cartes, ils peuvent tirer des cartes. Hein. On pourrait aussi faire ça. Je prends celle-là. Alors, position. Alors, dans votre pratique, parlez-vous de la mort avec distance, avec intimité ou avec méthode? Quel est le ton juste pour vous? Alors, Tu viens de répondre ouais. avec le dessin. Ouais, puis pour moi, en fait, ça dépend. Si je parle de la mort de manière intime, moi, c'est quelque chose qui a toujours été hyper présent dans ma vie. Vraiment, depuis que je suis toute petite, la mort, elle a une place énorme. Et je crois que c'est un truc qu'on partage avec Kels.
qui prend énormément de place dans ma vie. Que ça va être par des décès, par aussi un genre un peu d'obsession comme ça, pas de ma propre mort, mais de cette thématique, et puis de la voir présente dans chaque chose qui est vivante. Donc pour moi, là, ça va être la bonne méthode, ça va juste être de la représenter sous toutes les formes, simplement, dans des choses très vivantes, dans des choses très macabres, dans des choses qui me permettent de mettre un visuel sur quelque chose que je ne comprends pas forcément. Et puis après, si c'est parler de la mort de quelqu'un d'autre, bah, comme là, ça a été le cas avec Sibylle, ça va être juste de respecter, puis je pense de donner un espace pour écouter, puis accueillir cette chose. Voilà. Et puis vous, je sais pas. Je me range à ta réponse. Dans ma pratique, c'est exactement ce ton que je dois aborder. Ça me fait penser aussi à une chanson que j'adore, très poétique de Barbara, qui s'appelle La Mort, et où elle la représente comme une femme magnifique qui viendrait t'emporter un soir. Avec en même temps, on la craint un peu, mais elle dit elle est belle comme une épouse, elle est incroyable. Je vous conseille d'aller écouter cette chanson, et il y a un petit côté pudeur. Et on voit la pudeur qu'on a ici dans notre culture avec cette mort. Et comme tu disais, de pouvoir l'exprimer avec l'art, c'est tout simplement la seule solution. Et c'est pour ça que peut-être finalement la mort, elle ne serait pas une magnifique femme pudique qui nous emporte. Sur ces belles paroles, je crois qu'on arrive à la fin du temps. Moi, je veux bien tirer une. Donc si tu veux, carte. Ouais, si vous voulez tirer des cartes. Quelqu'un veut tirer 4? Non, sûr? Vas-y. L'immortalité. Oh. Pensez-vous que votre travail tente, consciemment ou non, de résister à la disparition? L'art, la critique, la recherche produisent une forme d'immortalité. Bon, honnêtement, j'espérais que ça me laisse la possibilité de... Est-ce que j'ose me brancher pour montrer l'image? Vas-y, bien sûr. Ouais. Du coup, ma tante avait déjà fait ça il y a un petit moment parce que je pense que ça correspondait bien à mon cousin. Et c'était son anniversaire récemment. Enfin, l'anniversaire de sa mort, sauf erreur, je suis plus sûr. Mais de toute façon, elle était pas loin de son anniversaire tout court. Donc, ils ont... Enfin, elle a tagué ça sur son mur chez elle. Du coup, avec mon neveu devant. Et c'est mon cousin avec une chaîne qui a le nom de sa nièce qu'il adorait. Il y a son nom écrit, du coup, qu'on voit pas Cory, et le haut, c'est lui. Et c'est tout un tas de petits détails. C'est de l'art finalement qui, pour moi, ça c'est sur le mur de chez ma tante, c'est plus ghetto que ça, tu meurs. Mais pour moi, ça représente totalement l'immortalité. Il sera là pour toujours à travers un truc comme ça, tu vois. Il faudra qu'on vienne détruire ce bâtiment. Et puis, je pense pas que ma tante ait prévu de laisser faire ça. Donc, je pense qu'en image, ça répond à la question. Et ça reflète un peu avec tout ce que j'ai partagé avec vous tout à l'heure. Donc, je pense que je tenais juste à montrer cette image. Donc, je pense qu'elle répond à la question par rapport. Et le jeune garçon, qui est-ce? C'est mon neveu du coup, mais à lui, c'est son cousin, ce frère. C'est fou comme il pose fièrement là. Hein? Tu vois comme il est heureux. Ouais. C'est clair qu'on voit sur son visage Une fierté, Une ouais. grande fierté. Hein? Ah. Mais donc pour moi, ça représente vraiment toute l'immortalité. En plus, on parle d'art, etc., qu'on peut offrir à un défunt, parce que mieux que ça, je sais qu'il nous regarde là-haut et qu'il est fier de ça. Et ce qui est encore plus fort, c'est que le jour où ma tante a peint ce truc, j'ai un ami à moi, Spicy Graphie, peut-être que certains connaissent ici, qui est venu peindre chez moi, et j'en parle avec ma tante le lendemain. Et ça a été peint au même moment sur le mur de chez moi, du coup, et puis sur le mur de ma tante. Mais au même moment, les deux étaient en train de peindre un mur. Et c'est pas... Il n'y a pas d'hasard pour moi quand on écoute ce genre de choses. Donc moi, je regarde le mur de ma chambre tous les jours avec la peinture que mon ami a fait. Et puis ce mur-là, c'est le reflet finalement. C'est le reflet, mais dans un autre pays. Et puis pour moi, c'est là, c'est dans l'air, c'est partout, c'est dans notre esprit finalement. Donc c'est juste beau. Pour moi, la mort, c'est une belle chose parce que ça représente la vie. J'ai pas envie de laisser ça dernière mon existence. Magnifique. Merci pour le partage de la photo. Ouais. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à vous. Et peut-être qu'au final, l'immortalité, c'est simplement souvenir.
Je crois que c'est ça. Mhm. Exactement. Et puis, il faut en parler pour ça. Il faut en Oui. parler à ses enfants, parce que nous, on va mourir un jour aussi. Mhm. Et je pense qu'il faut écrire, c'est important aussi. Sybille parlait de l'écriture tout à l'heure, il faut peindre, peu importe le médium que tu utilises, mais je pense que c'est très 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 important de laisser une trace. Toi, tu parlais du tatouage. Si ça te fait kiffer de sortir, demander dans ton testament qu'on te sorte de ta tombe de temps en temps pour qu'on puisse tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui. Pour moi, c'est important de vivre. Non, mais il y a par exemple Complètement des intéressant. sociétés américaines qui permettent de prépayer pour que, à la mort, ils agissent très vite, nous découpent nos tatous, les mettent dans des cadres traités, et puis que ça permette même à ses descendants de ou se faire un pécule en le revendant à des collectionneurs, ou d'avoir ça. Et j'ai toujours repensé ça pour mon dos, qui est une grande œuvre d'art, qui pourrait valoir le coup, mais malheureusement ici, c'est illégal. Pour dire- l'instant. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et puis, tu m'as pas l'air d'avoir peur de l'égalité, donc même si. Très peur, la non-conformité. Et ça me fait penser aussi à un bouquin il est dans une bibliothèque à Paris où il y a carrément le pectoral d'un homme qui a été tanné avec un tatou. T'as le téton aussi, et la couverture du livre en peau humaine tannée, incroyable. Mais c'est beau, c'est beau. C'est Moi, je pense que c'est beau. important de montrer sur des choses parce que ça enlève le côté morbide. Tu parlais de morbide, mais à ce moment-là, la vie, c'est morbide. Et je pense qu'il faut vraiment casser ce paradoxe. Parce que Oui, et on voit avant que, ouais, par exemple, la croix de Jésus avec Jésus crucifié dessus, oui, on peut en faire un art qui traverse le temps, qui inspire les gens, qui véhicule des messages, alors que c'est la mort de quelqu'un. Je le disais à mon client tout à l'heure, qui n'était pas forcément d'accord sur la philosophie du Christ avec moi, comme c'est possible de représenter la croix sans Jésus et la croix avec Jésus. Les deux sont possibles, alors que c'est ce qui a tué Jésus. Et c'est ça, avec ça qu'on se Et souvient. c'est avec ça qu'on se souvient de lui. Comme si le couteau qui aurait assassiné ton cousin, tu le porterais autour du cou fièrement. C'est incroyable quand même. L'arme du crime. L'arme du crime. moi, ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai pas parlé de couteau, sauf erreur. Mais c'est bien le cas. là, c'était pas Désolé. grave. Non, mais il n'y a aucun souci. Non, mais Aucun c'est souci, fou. Bah, bien c'est de dans t'en parler, l'air. je pense que c'est Comme important. tu le disais, c'est dans l'air. Comme Mhm. pour comme le hasard qui faisait que tu te faisais peindre Ouais. ton mur en même temps que celui-ci. Tu vois La preuve de l'existence de Dieu, à mon sens. C'est ça, ouais. Peu importe comment tu l'appelles, clairement. Ouais, oui. Mais il y a un truc que je trouve aussi hyper intéressant parce que là on dit comment l'art il peut se rendre utile ou la créativité se rendre utile dans la mort et dans le deuil, mais inversement. Parce que en fait tous les grands moments de notre vie sont liés à une œuvre d'art, qu'on le veuille ou non. Parce que genre tu vas embrasser quelqu'un pour la première fois, il y a telle musique, cette musique toute ta vie tu vas penser tiens c'est la musique, tu vas chaque fois repenser à ce moment. Et puis pareillement, quand les gens meurent, on va choisir une musique, on va choisir Lire quelque chose. un bouquin, on va lire un passage d'un livre, on va se rappeler d'un poème, etc. Donc aussi, inversement, l'art, il a une place centrale, même sans qu'il soit fait pour. C'est juste que naturellement, l'art, il va s'intégrer dans les moments les plus importants de nos vies. Et puis, il y a justement ce que tu disais sur le souvenir, c'est bien intéressant. Enfin, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, justement, l'idée d'un théâtre de la mémoire. Et puis, il y a un écrivain, penseur contemporain que j'adore, qui s'appelle Paco Mtielman, qui m'a offert un texte pour une expo que j'ai mis sur vinyle et tout, je te ferai écouter. Avec plaisir. Et à la fin, il conclut parce qu'il parle du théâtre de la mémoire, puis dans ce truc qui s'appelle le théâtre de Camillo. Puis en fait, c'est une façon de se souvenir de notre vie, mais aussi du savoir universel depuis le début des temps, avec au lieu d'un par cœur, des images, des symboles, donc l'art d'une certaine manière. Puis à la fin, il dit la pop culture, c'est la revanche du théâtre de Camillo. Parce qu'aujourd'hui, toute notre culture, la pop culture, elle est là toujours pour nous rappeler toutes les émotions qu'on a vécues. Elles sont toutes contenues à l'intérieur de ça. Et je trouve que c'est super joli. Oui, c'est même fort. Parce que Mhm. Ouais. C'est la bibliothèque akashique. Exactement. Ouais. Incroyable. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Est-ce que vous voulez tirer une carte? Est-ce que vous voulez tirer une carte? Ouais.
Alain Bardet. Lauriane tire Sinon, la on peut carte. peut-être clore le moment formel et puis quand même prendre les cartes à table pour boire le vin chaud avec tout le monde. Et peut-être que les gens vont vouloir tirer les cartes. Oui, je crois que c'est une bonne idée. On peut Bah le faire ouais. en informel. Elles sont très jolies ces cartes. C'est Jordan. Jordan qui les a fait. Merci Jordan. Merci. Et les textes, Et merci là de permettre cette discussion avec tant de légèreté. Ouais, Vraiment. Clairement. Elle a fait du bien, hein. ouais, Ouais, c'était et de très réflexion bien, ouais. aussi. Ça n'a pas chômé non plus. Une Non. vraie porte ouverte comme celle que tu as proposée. Merci pour l'invitation. Merci. Vraiment, Merci. je me réjouissais beaucoup. Merci à tous. C'était extraordinaire. Bravo. C'était le podcast de la mort, une discussion entre Sybille Hommelin, Cécile Giovannini, Mélissa Hischer, Kels et Kaya Borlo, animée par Estelle Gaillardi et enregistrée à la Villa Mirage.